quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Christophe Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et aujourd'hui vous êtes en RDC. Je voulais bien sûr dire que vous avez toujours en RDC et vous essayez de traiter sur différents problèmes qui touchent les conflits à l'est de la RDC. Et aujourd'hui, vous avez fait sortir un ouvrage sur les conflits minéraux à l'est de la RDC. Quelles sont les grandes motivations qui vous ont poussé à travailler sur ces idées? Alors moi-même, ça fait depuis 15 ans que j'ai commencé, en tant que jeune étudiant à l'époque, j'ai commencé à m'intéresser à travailler sur différentes questions dans la région ici, mais essentiellement sur la province de l'Est de la RDC, donc ici le Sud Kivu, mais aussi le Nord Kivu, l'Ituri. Et puis c'était surtout entre 2013 et 2018, lorsque je travaillais sur ma thèse de doctorat, que les recherches m'ont amené à m'intéresser à cette question des minéraux de conflit, des minéraux de sang. Et puis ce livre, ce n'est pas ma thèse, mais c'est, je dirais, une version entièrement retravaillée des résultats de ma thèse. Toujours parlant de cet ouvrage conflit minéral en RDC, on sait très bien qu'au moins bon nombre d'enfants mineurs ne parviennent plus à étudier parce qu'ils se retrouvent dans des carrés miniers, des femmes qui sont violentées toujours à cause de ces minéraux que la RDC a, voulais dire ces potentialités minières que la RDC regorge. Est-ce que vous avez, en tant que chercheur, je dois les rappeler que vous êtes coéquipier des feux Zaïda Catalan, Thérèse Mémoire, mais est-ce que pour juste mener ou continuer cette lutte, arrivez-vous juste à penser en un certain moment aux options que vous devez embrasser afin que vous voyez si une fois, grâce à vos recherches, ces minéraux qui sont aujourd'hui considérés comme minéraux de ça peuvent être considérés comme minéraux qui vont contribuer au développement de la RDC au lieu qu'ils soient considérés comme minéraux de sang? Bien sûr, je pense qu'il est absolument important pour arriver à combattre l'insécurité, la pauvreté, que toute richesse que la RDC regorge, et là c'est d'un côté des minéraux, mais il y a aussi un énorme potentiel agricole, il y a un potentiel humain. Je pense que beaucoup de gens ne cessent pas de répéter que le Congo est beaucoup plus que juste les minéraux, il y a tellement de potentialités. On a mis en place un système, un circuit fermé d'approvisionnement en minéraux, où d'un côté la fraude continue, les groupes armés restent quelque part, mais les revenus des creuseurs et des communautés dans les zones minières sont en fait sont même réduites par rapport à l'époque auparavant, parce que la traçabilité, cette chaîne d'approvisionnement unique, a créé un monopole qui permettait aux industries étrangères d'imposer les prix sur les producteurs congolais. Et c'est ainsi que dans le cadre des recherches pendant beaucoup d'années à travers, je pense, quasiment tous les territoires du Sud Kivu et du Nord Kivu, j'ai trouvé même des membres de groupes armés qui étaient anciens creuseurs, qui ont quitté les mines pour retourner dans les groupes armés parce que tout d'un coup le nouveau système était encore plus défavorable. Donc je pense, et là le livre essaie de faire cette contribution, qu'on réfléchisse aussi sur tout ce qui est les interventions internationales, des ONG, les projets de développement, qui sont souvent peut-être menés avec une bonne volonté de ceux qui viennent ici pour travailler, mais qui ont un impact qui parfois n'est pas en faveur de la population congolaise, parce qu'elle n'est pas consultée, parce que aussi certains acteurs économiques et politiques à l'étranger sont très puissants. Donc c'est très difficile pour par exemple les communautés ici au Congo de revendiquer par exemple des prix justes pour ceux qui produisent. Et je pense qu'il faut communément, entre Congolais mais aussi entre tous ces étrangers qui viennent ici pour travailler ou faire des projets, vraiment réfléchir comment arriver à des solutions qui s'attaquent aux vrais problèmes, qui est peut-être pas la question minière, mais peut-être beaucoup plus la pauvreté en général, peut-être beaucoup plus la question de la gouvernance, mais aussi pour trouver des solutions
d'avoir des possibilités de subsistance pour la population dans le secteur minier, mais aussi dans d'autres secteurs qui favorisent la création d'emplois, le paiement de salaires justifiés, au lieu de mettre en place des systèmes de traçabilité qui se vantent être propres lorsqu'il y a des cas de fraude qui continuent, même dans la traçabilité, mais qui à la fin n'ont pas grand-chose à apporter au niveau socio-économique à la population congolaise. Merci bien. Comme nous sommes en train de citer déjà, je ne vais quand même pas finir cette interview exclusive avec vous sans toutefois vous parler ou demander votre avis par rapport au rapport MAPIM qui a été ici récemment publié par les professeurs et docteurs de l'Inopoli. Alors, le rapport MAPIM, c'est un sujet qui est très sensible et qui suscite aussi un débat qui est très émotionnel et très parfois polémique. Je veux dire quoi par cela? Le rapport MAPIM, à la base, c'est un rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, comme vous le savez, qui est basé à Genève. En tant que tel, il existe, il a été publié depuis beaucoup d'années, il est accessible en ligne pour tout le monde qui le cherche. C'est un très long rapport. Moi, je l'ai lu à travers les années, je l'ai lu, je pense, 3 ou 4 fois. C'est un rapport de 800 pages. C'est un rapport pendant une décennie. Vous savez que les conflits au Congo, ils ont commencé avant la période couverte par le rapport MAPIM et ça continue après. Donc ça couvre vraiment un nombre d'années. Et ça couvre les crimes commis par tous les acteurs qui étaient impliqués. Donc aujourd'hui, nous avons essentiellement un débat de deux côtés. Il y a un côté qui dit que le rapport MAPIM doit être utilisé pour suivre judiciairement un certain nombre d'acteurs. Par contre, le rapport MAPIM contient aussi les crimes de certains d'autres acteurs. Ce n'est pas seulement un rapport qui est focalisé sur un seul groupe armé ou une seule armée. Il y a des autres qui réagissent et qui disent que le rapport MAPIM n'est pas officiel parce qu'ils considèrent les seuls rapports officiels, c'est les rapports du Conseil de sécurité. Or que là, c'est une autre entité des Nations Unies qui a produit. Donc, il y a vraiment ce débat très intense. Je pense que ce qui est très important, c'est de trouver des chemins et des moyens politiques, diplomatiques, mais aussi au niveau civil des populations, des communautés affectées, de réfléchir comment il peut avoir une justice pour les nombreuses victimes de ces guerres inconnues, sans tomber dans le piège de croire que dans toute cette guerre, il y a un seul acteur qui a commis toutes les atrocités. C'est vrai dans le rapport MAPIM, si on regarde l'entièreté, il y a certains acteurs qui sont répertoriés de manière un peu plus importante que d'autres parce que peut-être ils ont commis plus d'atrocités. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui ont commis moins d'atrocités sont automatiquement innocents. Et je pense que c'est ce débat que les uns et les autres utilisent le rapport MAPIM pour décrédibiliser les autres. Ça a jusque-là mené à un certain blocage. Par exemple, un vrai tribunal, par exemple, sur les crimes de la région n'a pas encore vu le jour parce qu'on connaît justement ces frictions et ces polémiques. Et je pense, et j'ose dire que je pense que nous sommes d'accord aussi avec le docteur Mukwege, que d'ailleurs je connais personnellement aussi, que le plus important dans cette région, c'est vraiment avoir une justice, mais une justice qui peut amener un futur où toutes les communautés, toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, puissent avoir un jour un sentiment que justice a été faite. Mais étant donné que les conflits durent depuis tellement longtemps et ont impliqué tellement de personnes et d'acteurs différents, ce processus est un chemin très très compliqué et très controversé. Donc j'encourage toutes les personnes qui travaillent justement dans la paix, dans la réconciliation, d'essayer de ne pas perdre l'espoir et d'essayer de continuer à mettre leurs énergies au profit des communautés qui ont souffert autant. Merci bien. Comme nous sommes déjà en train de finir cette interview exclusive,
positive et surtout population congolaise, à la communauté internationale au regard de cet ouvrage que vous avez écrit sur les conflits minéraux à l'est de la RDC. À la population congolaise et peut-être un message personnel. Je pense que pour moi c'est aussi un moment de dire merci à toutes les Congolaises et Congolais que j'ai pu connaître à travers toutes ces années. J'ai été adopté par une famille congolaise lors de mon premier voyage. J'ai vécu dans une famille congolaise, ce qui m'a vraiment appris de donner la chance de vraiment apprendre beaucoup de choses sur ce pays d'une manière qui n'est pas toujours ouverte pour tous les étrangers qui viennent ici. Souvent, ils restent entre eux, ils sont dans leur maison à eux, dans leur structure ONG. Lorsque moi, j'ai pu vraiment évoluer au sein de familles et d'amis congolaises, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur et je dois vraiment remercier tellement de personnes que je ne peux pas les nommer. Il y a certains qui sont nommés dans ce livre d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi un grand merci pour la confiance et pour aussi l'apprentissage commun. Le débat continue sur qu'est-ce qui se passe ici, comment ce pays peut devenir un meilleur pays, comme d'ailleurs l'hymne national aussi le suggère. Et puis peut-être pour le message pour la communauté internationale, entre guillemets, parce que c'est une communauté internationale fragmentée avec beaucoup d'intérêts différents aussi, c'est que vraiment, plus que 60 ans après l'indépendance de ce pays, il ne faut pas empêcher une indépendance plus complète, une indépendance à la fois matérielle et politique et nationale, mais aussi une indépendance mentale, une indépendance de la pensée. Et je pense que ça passerait uniquement par un effort où la population congolaise est prise plus en sérieux et plus respectée et qu'il y a un dialogue vraiment à la hauteur et puis que par exemple, pour revenir au livre, des tentatives ou des projets pour assainir les secteurs miniers qui a connu beaucoup de soucis ne peuvent pas se terminer avec un système qui bénéficie jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus des acteurs internationaux que la population congolaise. Et donc ça c'est vraiment un appel solennel pour en fait encourager les acteurs ici, quand ils viennent ici, de réfléchir comment on peut travailler dans l'intérêt et en faveur de la population. Merci beaucoup, cher professeur Christophe Vogel. Merci beaucoup de nous avoir accordé juste ces grands moments d'entretien dans le cadre de l'émission Génération Consciente de Hope Channel TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également, très chers, vous qui avez pris ce grand moment de nous suivre à partir de cette émission, de cette interview exclusive. Restez branchés, connectés aux antennes de Hope Channel TV. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop